Bonjour à tous, Shalom Ouvracha. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une émission où nous allons essayer d'analyser la situation de cette guerre de Gaza, 40e jour de l'opération Glaive de Fer, et nous sommes aujourd'hui entourés par nos 4 spécialistes. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Richard Darmon, journaliste, expert géopolitique du Moyen-Orient, auteur et analyste. Monsieur Darmon, Erev Tov Mvorach. Shalom, Erev Tov. Avec nous, j'ai aussi le Rav Abergel, Rav Yosef Rai Abergel. Vous êtes enseignant ici en Eretz Israël, dans plusieurs yeshivot. J'ai le plaisir de vous accueillir aussi dans des émissions très spéciales sur la Tfila, à Torah Box, et encore sur tant d'autres sujets. Rav Abergel, Erev Tov. Shalom, Erev Tov. Et puis enfin, directement du front, à la frontière de la bande de Gaza, nous avons Monsieur Shimon Halal, accompagné de Fabrice Melki, qui sont en train de faire des choses tout simplement incroyables. Pour aller soutenir les soldats, il leur organise des instants où ils peuvent libérer la pression, ils peuvent passer un bon moment pour pouvoir être le plus efficace et le plus efficace sur le champ de bataille. Monsieur Shimon Halal, Erev Tov Mvorach. Erev Tov, Erev Tov. Alors, je me tourne tout d'abord pour nous présenter cette situation d'une rare complexité vers Monsieur Darmon. Monsieur Darmon, regardez, les forces israéliennes sont en train quelque part d'effectuer leur jonction dans un mouvement de tenaille. Les forces se rejoignent autour de ce qui est en train de devenir la une de tous les journaux, l'hôpital Al-Shifa. Alors, cet hôpital, pourquoi est-ce qu'il est aussi important? Et qu'est-ce que les Israéliens vont chercher dans cet hôpital ou sous cet hôpital? Et surtout, quel est le statut d'un hôpital au regard du droit international? Alors, 3 questions dans une, j'essaie de répondre dans l'ordre. D'abord, pourquoi ce lieu devient le focus de l'action de Tsahal ces dernières heures, ces derniers jours. Tout d'abord, de manière très simple, d'abord il faut savoir qu'il y a pas mal d'hôpitaux dans le nord de Gaza, mais c'est le principal hôpital de toute la bande de Gaza. C'est un complexe, c'est pas seulement un bâtiment, c'est véritablement un complexe avec plusieurs annexes et qui est censé accueillir plusieurs centaines, voire 1000, 1500, 2000 malades. Donc c'est un établissement important. Et en fait, pourquoi c'est devenu le focus des actions de Tsahal? Tout simplement parce que on sait de longue date, et je reviendrai peut-être après là-dessus, sur le fait que déjà les premières opérations de Tsahal, la première opération menée à Gaza par Tsahal en 2008, donc 3 ans après le retrait du Gush Katif, et on a attendu 3 ans de se faire pilonner pendant des semaines et des semaines avant de réagir. Déjà à cette époque, la première opération s'appelait Plomb durci, Totseret Tetsuka. Il y avait, on savait que l'état-major du Hamas déjà se terrait sous l'hôpital, car tout le monde le sait maintenant, et je pense que pour une fois l'information israélienne a quand même passé, c'est que le Hamas a comme eu ses coutumes de guerre, de cacher ses arsenaux, ses états-majors, ses munitions dans des lieux publics. Alors les hôpitaux, et je crois que l'hôpital Shifa, c'est le quartier général du Hamas. Déjà en 2008, première opération de Tsahal, il était déjà sous cet hôpital, et depuis 2008, faites le calcul, ça fait Une quinzaine d'années. 15 ans. Depuis 15 ans, ils ont construit une véritable cité souterraine dont le point nodal est sur différents étages, desservi par des dizaines de tunnels, se trouve sous l'hôpital Shifa, des salles de réunion, des salles de communication, des arsenaux, et donc le cœur névralgique du bras armé du Hamas et aussi de ses modes opératoires politiques se trouve sous l'hôpital. Entre nous soit dit, je ne vais pas, comment dire, faire de grandes péroraisons, mais pour ceux qui sont coutumiers des guerres menées par des forces islamistes ou musulmanes, arabo-musulmanes, d'une certaine manière, on avait déjà vu ça même pendant la guerre d'Algérie. Moi, j'étais jeune enfant en Algérie. On a vu les manifestations du FNL pour l'indépendance algérienne à l'époque, soi-disant, qui descendaient de la Casbah d'Alger en mettant devant les femmes et les enfants. Et d'ailleurs, le Hamas, pour ne pas changer avec cette tradition islamique assez douteuse et assez lâche au demeurant, a lui-même, il y a à peu près 15 jours,
pour couvrir un certain nombre d'actions militaires de ces groupes terroristes, a fait sortir des femmes et des enfants c'était pas devant un hôpital, mais c'était devant un de ces repères. D'ailleurs, à part les hôpitaux, ils font ça aussi dans les mosquées, dans les écoles de l'UNRWA. Et pour mémoire, lors de la troisième opération, la troisième opération, enfin la grosse opération de 2014, le Hamas a été stupéfait. Bon, elle s'appelait Tzuketan. Ils ont été stupéfaits de voir l'armée israélienne détruire 22 mosquées à Gaza. Non pas parce qu'évidemment, Tsahal ni Israël ne mènent une guerre de religion en quoi que ce soit, mais c'est parce que ces mosquées étaient devenues des arsenaux. Dans les sous-sols, il y avait des centaines de roquettes qui étaient couchées. On faisait monter, il y a eu un film qui a été fait, on faisait monter par des monts de charge les fusées sur le toit, et sur le toit s'ouvraient des silos desquels étaient tirés les fusées vers Israël. Ce système permettait, comme c'était des silos qui s'ouvraient et qui se refermaient, ça permettait ça mettait moins de temps pour les terroristes de tirer leurs fusées. Et donc, si vous voulez, puis on refaisait disparaître la rampe de lancement à l'intérieur de la mosquée, et c'était le cas dans 22 mosquées. Donc finalement, l'hôpital Shifa, c'est un peu devenu un emblème, mais ça fait déjà des années et des années que le Hamas opère en se servant de la population malade, de la population scolaire, de la population religieuse, comme de boucliers humains. Et à l'époque, je me souviens, c'était la seconde opération. Le Premier ministre Netanyahou de l'époque, déjà en poste, avait dit la différence entre Israël et le Hamas, c'est que Israël se sert de ses armes pour défendre sa population civile, alors que le Hamas fait exactement l'inverse. Il se sert de sa population civile, en l'occurrence les hôpitaux, les mosquées et même les terrains de football, pour protéger ses armes et ses arsenaux. Il n'en a que faire des civils de Gaza. Alors, il se trouve que même les États-Unis, par leurs propres sources de renseignement, confirment cette information, comme quoi l'hôpital cache le QG du Hamas, mais au niveau du droit, quand on lit dans les médias, l'hôpital est censé être un sanctuaire. Est-ce que si l'hôpital, on n'a pas le droit de faire d'opérations militaires à l'intérieur, qu'est-ce qui donne le droit à Israël de maintenant attaquer cet hôpital, même si le Hamas s'y cache? Le droit international sur ce plan est beaucoup plus clair, et bonjour à ceux qui se réveillent maintenant au département d'État. Effectivement, hier, pardon, un porte-parole du département d'État a effectivement reconnu que le Hamas faisait usage de cet hôpital à des fins militaires. Mais le droit international sur ce plan est extrêmement clair. Alors, le droit international, je ne vais pas tant détailler, c'est des conventions, c'est une jurisprudence. Le droit international explicite que dans un conflit entre deux armées ou entre une armée et une entité terroriste, à partir du moment où un des camps utilise des sites publics, des sites civils pour les transformer en arsenaux ou en sites militaires, la puissance, enfin l'armée qui s'oppose à cette entité-là peut attaquer un site public, comme on l'a fait, je vous l'ai dit de nombreuses fois à propos de mosquées en 2014. D'ailleurs, le Hamas était stupéfait qu'Israël ait fait ça, parce qu'ils avaient pensé qu'à cause de la couverture favorable des médias à leur égard, en tout cas, pas forcément à leur égard, mais anti-israélienne, comment Israël a pu oser, ils étaient stupéfaits. Eh bien, je crois que là, on en arrive à un autre stade, il a fallu du temps, et d'ailleurs, Israël a bien préparé son coup, parce qu'aujourd'hui, alors qu'il avait renoncé à attaquer l'hôpital Shifa en 2008 et 2014, parce que c'était pas évident, c'était pas du tout préparé, cette fois-ci, on a pris beaucoup de temps, mais là, maintenant, la communauté internationale, en tout cas les États-Unis qui l'amènent, ont été largement amenés à reconnaître des évidences. Et oui, le droit international spécifie qu'il y a un droit dans une guerre ouverte, quand en plus un pays est allé en guerre pour de bonnes raisons. Ça, c'est une autre question, c'est de savoir comment on ouvre la guerre, pourquoi on ouvre la guerre, et après, il y a comment on l'amène. Mais à ces deux niveaux, Israël, sur les raisons de cette guerre, qui sont amplement justifiées au regard du droit international, et sur la manière de le mener, Israël a tout à fait le droit de mener des actions dans des sites civils qui sont transformés en bases militaires.
Merci beaucoup pour cet éclairage précis, efficace. Il se trouve donc que malgré les publications que reprennent régulièrement les médias européens, le droit international n'a aucun problème avec le fait que y ait des opérations qui soient menées pour déloger le Hamas, qui se cache derrière l'hôpital. Le fait même d'utiliser l'hôpital par les terroristes est en soi un crime de guerre. Et il reste juste à espérer que l'opération sera couronnée de succès. Une chose pour vos auditeurs, puisqu'on a parlé de droit, qui est quand même important, et on l'a vu lors de l'arrivée de certains chefs d'État qui sont venus soutenir Israël, avec des nuances, c'est que le droit international, dans toutes ses références, énonce qu'un pays agressé qui part en guerre pour de justes causes, et des causes justifiables, a non seulement le droit de défendre sa population civile, mais aussi on a l'obligation. Et pourquoi c'est un rapport aux visites des chefs d'État? C'est que de manière intéressante, le président américain, dont on a fait l'éloge, il avait soutenu Israël, etc., lui, il n'a parlé que du droit d'Israël de se défendre. Mais le Premier ministre britannique, lui, est allé plus loin, parce que la position britannique, pour une fois, indépendamment des positions de la BBC, qui sont un autre problème, a soutenu non seulement le droit, mais a rappelé qu'il y avait une obligation d'un État dans la scène internationale à défendre ses citoyens, faute de quoi il n'est pas qualifié, il ne remplit pas sa fonction d'État. Un État a pour vocation de défendre ses citoyens. Et je dois dire enfin, parce que ça se fait partie des dispositions du droit international, qu'il y a 3 cercles concentriques de personnes dont un État, dont l'armée part en guerre en territoire étranger, comme c'est le cas, puisqu'on n'est pas dans les frontières légales d'Israël, on est dans la bande de Gaza. Il y a 3 cercles concentriques. Un État dont l'armée opère en territoire étranger doit d'abord veiller à la défense je dirais, la survie de ses soldats qui sont sur ce territoire. Deuxièmement, il doit veiller à la survie des civils israéliens et des civils qui sont sur son territoire. Et troisièmement, en troisième lieu seulement, dans l'ordre des priorités, il doit faire attention aux populations civiles qui sont autour de lui, en essayant de séparer les civils des terroristes, ce qui n'est pas toujours évidemment facile, comme on le voit avec cette histoire de territoire. Mais en plus, il doit aussi protéger les citoyens qui sont, enfin, pas les citoyens, mais les personnes, les ressortissants étrangers qui sont sur le territoire. Pour mémoire, quand il y a eu la guerre du Golfe de 91, qui n'a rien à voir a priori, et que Saddam Hussein bombardait Israël de 39 missiles qui auraient pu être très dévastateurs, on a assisté à des manifestations à Rehov Salahadin devant l'entrée est de la vieille ville à Jérusalem, où des milliers de jeunes Palestiniens survoltés par l'attaque de Saddam Hussein criaient « Gazez Tel Aviv ». Et Israël devait protéger ses citoyens, puisqu'il a même distribué les masques à gaz, non seulement en Judée-Samarie, mais aussi à Jérusalem, partie Est. Donc on a vraiment de quoi retourner les arguments fallacieux et je dirais très démagogiques des pro-palestiniens. Voilà une mise au point qui était tout à fait bienvenue. Alors je vais me tourner maintenant vers ceux qui justement mènent à bien cette mission d'arriver à protéger la population d'Israël et ceux qui vont les aider, les soutenir. Monsieur Shimon Halal, vous êtes directement à la frontière de Gaza? Exactement. Alors nous avons voyagé en fin d'après-midi, donc avec l'équipe Torah Box de Yerushalayim. Et nous sommes venus ici sur place. Alors c'est un contexte un peu particulier parce qu'ici nous avons nos soldats en fait qui ont quelques heures de répit et donc sont sortis de Gaza justement pour pouvoir souffler. Et on est venu ici justement pour leur apporter un peu de joie. Alors qu'est-ce que vous leur apportez? Qu'est-ce que vous arrivez à faire là-bas? Des gens qui arrivent, qui vivent la guerre à chaque instant. Comment est-ce qu'ils se reposent? Écoutez, de ce que j'ai pu comprendre, bon, il y a de la musique qui a été mise en place. Nous, en ce qui nous concerne, on essaie de leur faire un barbecue un peu sympa avec toutes sortes de plats différents. Évidemment, il y a beaucoup de conversations, ça parle beaucoup entre eux. On essaye un petit peu de décrocher quelques sourires et évidemment, ils en ont besoin. Après, en ce qui nous concerne, on essaye vraiment d'être le plus près possible de nos soldats et essayer de vraiment de leur apporter ces moments voilà, où ils peuvent s'évader. Du moins, c'est ce qu'on ressent aujourd'hui ici quand on est sur place. Je ne sais pas si je peux vous faire voir directement par la caméra.
un petit peu ce qui se passe. Mais pour vous donner un ordre d'idée, voilà un petit peu ce qui s'y présente. Ah, ça a l'air pas mal. Ah, c'est du sérieux quand même. C'est très sympa. Écoutez, on est qu'au début, on n'a encore pas fait grand-chose, mais voilà, on est en train de se mettre en place justement pour passer une belle soirée avec eux et leur mettre plein de simcha, les rattacher. Kol hakavod à vous. Vous me dites aussi qu'en fait, ce qui est devenu un petit peu le symbole de cette guerre, c'est ce fameux Sharpatz Rouhani, ce fameux gilet pare-balles spirituel. Les soldats, au-delà de la nourriture, ils demandent pas vraiment de nourriture, ils demandent pas d'habits, mais ce qu'ils veulent, il semblerait qu'ils demandent des tefilines et des tzitzit. Écoutez, je vais vous faire voir un petit peu. On a disposé une table avec des tzitziot, des défilines, des kippotes, des siffrets Teilim. Ah, il y a tout le nécessaire. Voilà, on a nos soldats, on les voit qui sont curieux et qui s'approchent, qui essayent de demander comment doit-on procéder pour certains. Alors, les rabbinim sont là aussi pour aider et pour expliquer. Évidemment que ça va être un moment très émouvant. On a besoin de spiritualité dans ces moments-là. Et évidemment que même pour eux, ils ne doivent pas vivre des choses faciles tous les jours. Et on est là aussi pour leur apporter ce côté spirituel qu'ils ont besoin. Alors un grand bravo à vous d'être là-bas pour nous représenter à tous, pour les encourager à eux. Et qu'Hachem vous aide et vous rajoute encore. Amen, amen, amen. Et qui nous permettent d'être encore plus reliés les uns aux autres. Alors je me tourne maintenant vers Rav Yosef Ravi Abergel. Rav Abergel, alors il y a ceux qui sont sur le front, ceux qui rentrent et qui vont se battre. Il y a ceux qui aident ceux qui sont sur le front, et il y en a un parmi nous. Et puis il y a tout un chacun, ceux qui arrivent, qui sont en Israël, chacun chez soi. Il y a ceux qui sont à l'étranger, en France et dans le monde entier. Et chacun essaye de voir comment est-ce qu'il pourrait s'associer à cela. Quelle est la part que chacun peut avoir dans le soutien des soldats d'Israël dans cette bataille qui est impitoyable. Quelle est la voix intemporelle qui a toujours été la voix de Yaakov, la voix du peuple d'Israël? Je vous écoute. Alors en effet, cette semaine, ce Shabbat-là, on dira dans la paracha le verset qui nous dit Akol Kol Yaakov Vaïdamid Esav. C'est-à-dire que, eh bien, on dit nos sages, lorsque on entend la parole de Yaakov, eh bien, automatiquement, les ennemis sont éliminés. Alors, c'est écrit 2 fois Kol Kol Yaakov, on dit Chachamim Kol Torah ve Kol Tfila. C'est-à-dire que, lorsque, eh bien, on s'investit en étude de Torah et en prière comme il faut, eh bien, c'est ce qui va réellement donner la force, eh bien, à tous nos soldats de réussir et de mener le combat comme il faut. Alors j'aimerais, n'est-ce pas, un peu plus m'attarder là-dessus. On va dire d'abord un mot sur la tfila. La tfila, c'est pas uniquement lorsque on organise des tfilotes qui vont durer des heures, comme Yom Kippourim, c'est vrai, c'est hyper important et essentiel. Il y en a eu une hier, c'était Erev Rosh Chodesh, avant-hier c'était Erev Rosh Chodesh, et on a sorti directement la teva au milieu de la rue, il y a des rabbinim qui sont venus, des milliers de personnes qui sont venues prier tous ensemble, spécialement un Yom Kippour Katan. Mais il y a au-delà de cela tous les jours. Voilà, au-delà de tous les jours, chaque prière de chaque personne est importante. En effet, la Gemara dans Shabbat, page 67, nous dit que quelqu'un qui a dans son jardin un arbre fruitier qui perd ses fruits, eh bien, on lui conseille de colorier son arbre d'une couleur rouge un peu bizarre pour inciter les passants dans la rue qui vont comprendre que l'arbre est malade de prier pour cet arbre en question. De quoi s'agit-il? D'un arbre, d'un passant qui connaît pas du tout le propriétaire, qui va prier une prière en chemin et ça marche avec quelques mains, et ça marche. Parce qu'en fait, chaque prière de chacun est importante. Encore un mot là-dessus. Le petit-fils du Rav Kanievski, donc le Stepler, n'est-ce pas, le père de Rabbi Chaim, eh bien, une fois, lorsqu'il avait 18 ans, il dit à son père, je vais demain au Kotel à Jérusalem. Ah, tu vas au Kotel, prie pour moi aussi. Le jeune garçon dit à son grand-père, toi, le Gdol adore, moi, prier pour toi. Son grand-père l'a grondé, tu as dit que tu ne sais pas que chaque prière, elle agit. Des fois, la prière est écoutée tout de suite. Des fois, ça prend 1 an, 10 ans, des fois, ça prend 100 ans. La prière que tu fais va être efficace pour tes petits-enfants. Mais jamais une prière n'est annulée, dit le Zohar Kadosh. Ça laisse passer le facteur numéro 1, la prière.
Le deuxième, c'est la Torah. Et là aussi, c'est pas uniquement ceux qui étudient la Torah à plein temps du matin au soir, c'est extraordinaire, mais même ceux qui étudient la Torah 1 heure par jour, 5 minutes par jour, cette Torah, elle a une puissance, une bombe atomique pour protéger Israël et surtout en temps de guerre. Maintenant, ce qui est fabuleux aussi, c'est que dans cette guerre qui est très douloureuse malheureusement, mais cependant, eh bien, Hachem est toujours là, Hachem nous montre des miracles extraordinaires. Comme on l'a entendu, eh bien, les soldats demandent des tzitziot. Je ne sais pas si vous savez, on a distribué en quelques jours plus de 80 000 tzitziot. Je pense que c'est un record mondial. Depuis la création du monde, n'est-ce pas, en quelques jours, 80 000 tzitziot, on n'a jamais eu ça. Ils demandent des tefilines, ils demandent qu'on prie pour eux. Il y a des milliers qui ont déjà fait tchouva. Il y a des miracles extraordinaires. Vous savez, au Moshav Be'eri, eh bien, une dame un peu âgée, qui a bâti la synagogue du Moshav Be'eri, elle a raconté, eh bien, que plusieurs maisons ont été brûlées, et la synagogue, qui était au centre, n'a pas été touchée et restée intacte. Pas seulement ça, même la soukha en cabane est restée intacte. On a vu, n'est-ce pas, même les draps, les décorations de la soukha sont restées intactes. On voit ici, n'est-ce pas, une Ashgarat Hashem, même dans les temps de guerre, eh bien, Hashem protège la synagogue, protège la soukha. Tous ces miracles, eh bien, nous montrent que Hashem est là, Hashem nous demande de nous rapprocher. Je vais vous dire encore quelque chose d'intéressant. J'ai un cousin qui est aux États-Unis, il s'appelle Maurice Malka. Il a fait 3 ans d'armée en Israël et après il a fait 4 ans d'armée aux États-Unis. Et il nous a raconté que le chef d'état-major aux États-Unis, eh bien, lorsqu'il formait les soldats, il leur racontait des guerres historiques entre la France, l'Angleterre, etc., Japon, Russie, etc. Et une fois, il a demandé, mon cousin lui demande, monsieur le chef d'état-major, pourquoi est-ce que jamais vous nous parlez des guerres d'Israël? Il lui a répondu, à sa place. Il lui a répondu, je vais vous dire pourquoi. Parce que toutes les guerres d'Israël, c'est des miracles. On n'a pas la possibilité d'enseigner ça aux soldats. Je peux pas former une armée avec des miracles. Je peux pas ici former une stratégie militaire, ça marche pas, c'est des miracles. Toutes les guerres, c'est des miracles. Et bien notre guerre aussi, c'est des miracles. Et c'est sûr et certain qu'on va la gagner avec des miracles tous les jours. Je disais à un ami tout à l'heure, je pense qu'on peut déjà écrire un livre des miracles de cette guerre. Il m'a dit un livre, une bibliothèque entière, on va pouvoir écrire de cette guerre qui va se terminer avec un succès extraordinaire avec les miracles d'Hachem. Mais Hachem nous aide et Hachem nous demande, je vais finir avec ça, dans Shir HaShirim c'est écrit « Kol Dodi Dofek », la voix de mon bien-aimé, qui est Hachem, eh bien, toque à la porte. Il appelle à Israël. Pitrili, ouvre-moi la porte. Rayati, Yonati, Tamati, Achoti. Ma sœur, Rayati, mon épouse, Yonati, ma colombe, Tamati, c'est ma sœur jumelle. Eh bien, Hachem nous appelle, Pitrili nous appelle à Tchouva. C'est pourquoi Hachem fait des miracles extraordinaires pour nous dire, ouvrez les portes de la Tchouva et j'amène la Géoula tout de suite. Amen, Kine Ratson. Amen, amen. Donc, on a ici une association incroyable entre ceux qui prient et ceux qui agissent, ceux qui étudient et ceux qui se battent. On a vu ne serait-ce que la semaine dernière, et tout le monde commence à le percevoir de façon incroyablement réelle, présente. Il y a à l'intérieur du Chama, à l'intérieur de la chambre de décision, il y a un officier haut placé qui était religieux qui est rentré. Et le dirigeant du Hamal lui a dit non, toi tu restes sur le côté. Et toi tu vas prier. Et il lui dit mais pourquoi? Il dit je t'explique après. Pour l'instant tu pries. Et le bonhomme est allé sur le côté, il allait prier. Il est parti 5 minutes, il revient plus tard, il lui dit est-ce que je peux faire mon travail maintenant? Il lui dit je vais t'expliquer ce qui se passait. On a 3 Namer. Le Namer c'est un véhicule de transport de troupes blindées sur la base d'un châssis du tank Merkava. Et ils sont tombés tous les 3 en panne, ils sont bloqués au milieu des ruelles de Gaza, et les terroristes sont en train de se diriger vers eux avec des missiles cornettes. Ils ont aucune chance de s'en sortir. Il y en a un qui a commencé déjà à prendre feu, on risque de perdre 60 soldats en quelques secondes. J'ai pas de solution pour ça. Il dit la seule chose que je peux demander c'est à quelqu'un de prier. Et il lui dit, tu allais prier 5 minutes, et on sait pas comment, mais le moteur s'est relancé, ils ont démarré, et ils sont en train de s'en sortir. Il dit donc maintenant, chaque fois qu'il y a un problème, je t'appelle, c'est toi qui pries. Donc tout le monde est là, on est en train de le voir, Bezrat Hashem, qu'on puisse voir tous ensemble, encore et encore des miracles, et la main de Dieu qui vient, qui nous guide et qui nous protège,
qu'on puisse entendre tous ensemble de très bonnes nouvelles. Brouchim Tiou, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Monsieur Darmon. Merci beaucoup, Monsieur Alal. Merci beaucoup à tous et à très bientôt avec d'excellentes nouvelles. Kol Touv. Brouchim Tiou.